Premier moment d'échange important ce matin, gratuité des transports, un enjeu de politique sociétale. Et nous allons accueillir nos invités intervenants. Madame Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie. Alice Gomez, directrice de l'entreprise d'insertion Agir à Châteauroux. Jérôme Gernet, président de PGM Maintenance, maintenance industrielle, gérant de HD2E et président de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre. Voilà, installez-vous. Philippe Fournier, vice-président du Conseil régional Centre Val-de-Loire, délégué au transport et à l'intermodalité, et Bruno Gazot, président de la Fédération nationale des associations des usagers des transports, plus communément appelée dans le jargon la FNAUT, FNAUT. Bienvenue, mesdames, messieurs, voilà, installez-vous de le côté là, voilà. Impeccable. Ces rencontres internationales obligent et partent de ce qui est important, évidemment, de partir. Oui, installez-vous, monsieur Gazot, il n'y a pas de souci. Il est important de partir effectivement des expérimentations. C'est ce qui a été évoqué notamment lors des auditions de la mission d'information du Sénat. Nous aurons l'occasion d'en parler cet après-midi avec le rapporteur. Je m'adresse donc tout d'abord à madame Suzanne Roy. Merci d'être venue, mairesse de la ville de Sainte-Julie au Québec, située dans la MRC. Alors c'est la municipalité régionale de comté de Marguerite-Douville en Montérégie. C'est la banlieue de Montréal, en fait, pour être clair, 30 000 habitants. Et donc, comme l'a révélé Gilles Averrousse tout à l'heure, selon le classement 2014 dévoilé par l'indice relatif de bonheur, c'est le très sérieux IRB, eh bien Sainte-Julie est la ville la plus heureuse du Québec. Un CV plus que conséquent, on ne va pas tout citer, Madame la mairesse, vice-présidente de la commission de l'aménagement de la communauté métropolitaine de Montréal, présidente du comité sur les changements climatiques de l'Union des municipalités du Québec et lauréate en 2018 du prix France-Ouest Jutras qui reconnaît les élus ES qui se démarquent par leur excellence, leur leadership, leur contribution au développement durable de leur communauté et leur impact sur la promotion du rôle des femmes en gouvernance locale. Ah, tout ça. Quelques leçons à recevoir. Donc, Madame la mairesse, on va être avec vous curieux de connaître finalement dans quelles conditions vous avez pu mettre en œuvre et en route ces transports publics gratuits qui aujourd'hui ne sont encore moins dans le débat public que nous en France finalement. Vous pouvez prendre le micro. Alors tout à fait, j'avais une petite présentation. On va l'afficher, effectivement. Parfait. Donc oui, à l'époque, effectivement, Madame la mairesse, c'était quelque chose d'un petit peu surprenant, en tout cas pour les habitants de Québec, de découvrir qu'on pouvait voyager dans les transports publics gratuits, gratuitement. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Monsieur le maire pour cette charmante invitation. Nous n'aurions plus imaginé se retrouver dans un colloque sur les transports gratuits au Québec. C'était vraiment quelque chose qui n'était même pas dans les discussions. Alors, vous allez voir un peu plus loin, si je me retrouve en France aujourd'hui, ce n'est pas par accident, parce que c'est d'ici qu'est née cette idée d'amener au Québec le transport gratuit. Alors, peut-être vous parler un peu, vous situez géographiquement Sainte-Julie, voilà. Alors, vous avez l'île de Montréal. Donc, vous voyez, c'est à 25 minutes du centre-ville de Montréal, en automobile, le dimanche matin à 8 heures. À 10 heures, nous sommes déjà rendus à 1 heure et en semaine à 1h30 pour pouvoir effectivement se rendre à l'île de Montréal. Donc, c'est un véritable défi de mobilité que nous avons. Et d'ailleurs, dans le grand cercle que vous voyez du 25 minutes en automobile, maintenant, il y a 10 municipalités qui offrent le transport gratuit. Donc, ça a été vraiment vu et ça a été développé comme une solution à la mobilité. Alors, bien sûr, c'est important pour nous parce que c'est même une question de survie et de qualité de vie. Mais vous allez nous dire qui est assez fou pour aller vivre à Sainte-Julie et pourquoi on va vivre à Sainte-Julie si on vit dans des conditions de congestion comme celle-là. Alors, je vous dirais, un peu comme à Châteauroux, c'est un mélange d'urbanité et de nature et d'environnement. Alors, Sainte-Julie, c'est un milieu de vie exceptionnel. Beaucoup d'activités pour la famille, beaucoup d'activités pour toute la famille, que ce soit parce que Sainte-Julie est une ville amie des enfants, Sainte-Julie est la ville amie des aînés.
Beaucoup d'efforts a été mis aussi en termes environnementaux. Il y a une certification au Québec, les fleurons, et nous avons la certification totale de 5 fleurons, duquel nous sommes très fiers. Donc, le vélo, nous sommes une ville vélo sympathique. Donc, la qualité de vie est extrêmement importante, même si je vous en parle pendant des heures, il n'y a rien de mieux que de venir vous-même visiter Sainte-Julie pour voir à quel point c'est agréable. Alors, vous serez toujours les bienvenus chez nous. Alors, l'expérience débute chez nous avec nos adolescents. J'imagine que les adolescents, ça ne fonctionne plus, voilà. Alors, j'imagine que les adolescents ici sont comme les nôtres, ils ont un problème d'horaire. Alors, nous avons, nous, du transport collectif qui était vraiment axé sur l'heure de pointe. Donc, c'était pour les travailleurs, pour se rendre aux différents sites de travail, de loisirs, mais nos adolescents avaient un problème au niveau du transport collectif. Donc, on a mis en place le taxi collectif 12-17. Alors, la première grande surprise, on faisait ça évidemment pour plaire aux enfants, c'est que les parents sont arrivés venir prendre la carte de membre pour nos ados en disant, voilà, un bon moyen pour les transporter. Et c'était aussi à l'intérieur de la ville de Sainte-Julie, mais à l'extérieur aussi, que ce soit pour aller faire du ski ou pour aller dans des salles de cinéma, rencontrer des copains ou tout simplement travailler. Ça a eu un immense succès, année après année, jusqu'à ce qu'on implante la gratuité, parce que là, ils ont transféré à ce moment-là dans les bus gratuits avec plus grande liberté et encore plus de choix. Donc, face à ce succès, on est allé vers une autre clientèle, celle du... Voilà. Oui, celle du cégep. Chez nous, le cégep, c'est le prix universitaire. On discute avec le cégep de Saint-Hyacinthe, qui est une ville non loin de chez nous, qui nous dit on devrait mettre en place, ils avaient un problème de stationnement, on devrait mettre en place le transport collectif gratuit pour les jeunes qui veulent aller dans ce cégep pour faire leurs études préuniversitaires. On travaille ensemble, on le met en place, une première, parce qu'on travaillait beaucoup en silo, une première qu'on réussit à s'entendre avec du préuniversitaire, une ville, un service de transport en commun pour avoir un service ensemble gratuit. Et quelle ne fut pas notre surprise, on a presque quadruplé dans les 3 premières années le nombre d'inscriptions à ce cégep. Donc, les jeunes ont fait un choix différent de cégep parce que le transport était gratuit, accessible et bien coordonné avec les heures de cours. Donc, ça a eu un impact immédiat. Alors, de ces jeunes qui, jadis, à 16 ans, demandaient le permis de conduire et la voiture en cadeau d'anniversaire, maintenant, ce sont des jeunes qui se rendent à l'université et n'ont pas encore le permis de conduire parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Alors, ça a été vraiment une expérience qui a été inspirante pour nous. Dans la même période, nous sommes venus à Aubagne pour signer un partenariat comme ville amie des enfants. Et Aubagne était à ce moment-là, en 2009, en train d'instaurer lui aussi son transport collectif gratuit. On est reparti avec cette idée-là dans le cadre de notre plan d'action de ville amie des enfants. On a dit, on va l'offrir pour les 0-12 ans. Donc, pour les enfants, dans le cadre de notre plan d'action, de la signature avec Aubagne, inspiré par eux, pour dire, ça serait une bonne idée pour aller dans les services de loisirs, les services communautaires, à la bibliothèque. Quelle ne fut pas notre surprise de voir les aînés nous dire, nous aussi, on veut du transport collectif gratuit, on devrait avoir droit à la même chose que les jeunes. Alors là, vraiment, c'était quelque chose qu'on n'avait jamais vu au Québec. Donc, nous étions, en refonte complet de notre service de transport collectif. On a un petit problème de zappette. Alors voilà, et on devait revoir l'ensemble de notre transport collectif. Donc, on a profité de ce nouveau contrat qui a été mis en place pour dire on va faire la tentative envers et contre tous. On va offrir le transport collectif local à tous gratuitement. Alors, nombreux sont ceux qui nous ont prédit un échec cuisant et nombreux sont ceux qui nous ont dit que ça ne serait pas viable. Alors, on se trouve en 2014, donc on décide d'abord d'avoir de plus petits autobus pour être à l'intérieur de nos circuits locaux, pour pouvoir passer des plus grandes périodes et aller bien au-delà de l'heure de pointe. On a augmenté nos fréquences de 40 %. Là aussi, on a eu de grandes surprises parce qu'on a été envahis par nos adolescents
qui ont un peu délaissé le taxi 12-17, mais qui ont pris d'assaut nos autobus. Et je vous dirais, c'est presque devenu, dans plusieurs cas, une deuxième maison des jeunes. Alors, les jeunes se retrouvaient entre eux. S'il ne fait pas beau, on s'en va dans l'autobus, on fait le tour de la ville, on jase ensemble, on arrête, on s'en va faire un peu de sport. On reprend l'autobus, on fait 2-3 tours avant de rentrer à la maison. Alors, ça a été pour nous une belle aventure et parallèlement, on était aussi en train de mettre en place un nouveau terminus, donc un nouveau stationnement incitatif avec plusieurs dessertes qui devient le point commun. À la fin de la présentation, je vais vous présenter aussi un petit vidéo de 15 secondes pour vous dire que transport collectif et développement économique, ça peut aller de pair. En tout cas, chez nous, le transport collectif a été un élément de développement économique extrêmement important. Alors, nos petits autobus circulant dans la ville avec 6 circuits, nous avons dû doubler dans certains cas. Je vais y arriver. J'y arrive pas. La suivante, s'il vous plaît. Alors, nous avons dû doubler les circuits qui passent face aux écoles parce qu'effectivement, nos jeunes ont décidé de l'utiliser et de l'utiliser de façon extrêmement importante. Donc, on a dû revoir notre offre pour augmenter notre offre. On peut passer la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Alors, et c'est devenu de plus en plus populaire et ça a amené les jeunes vraiment à réagir d'une autre façon. Et c'est important pour nous, l'élément des jeunes, parce qu'on entend souvent, quand on parle de transport collectif, dire « on veut éliminer la deuxième voiture ». Mais en banlieue de Montréal, dans le royaume de l'automobile, ce n'est pas la deuxième qu'on veut éliminer, c'est la quatrième, la troisième et la deuxième. Alors, on a beaucoup de voitures, donc il faut commencer effectivement très tôt à démontrer que ce transport collectif est un élément de liberté. Voilà. Alors ça, c'est les circuits qu'on a mis en place. Pourquoi vous l'avez en 2 images? Parce que la deuxième, on a décidé d'aller couvrir aussi tout le secteur rural. Donc, bien sûr, toute la partie urbanisée, mais il est important pour nous que ce transport gratuit soit aussi offert dans la zone rurale, donc à ce moment-là, pour que l'ensemble des citoyens de Sainte-Julie puissent le faire. Particularité, le mode de financement est un peu différent d'ici, donc c'est à même les taxes foncières qu'on offre ce service. Donc, il fallait avoir l'appui de la population pour bouger. Et c'est un élément tellement important quand on dit qu'on veut changer la culture, qu'on a même fait à l'intérieur de notre terminus une réserve foncière pour implanter un centre de la petite enfance où les gens qui vont utiliser le transport collectif vont être priorisés et vont avoir les places avant les autres dans le centre de la petite enfance. Donc, quand on parle de politique sociétale, chez nous, on en fait vraiment un enjeu majeur. Alors, je vous parlais du terminus que nous avons mis en place. Prochaine tuile, s'il vous plaît. Voilà. Alors, je vous parlais du terminus. Ce terminus, quand on l'a mis en place, on s'est engagé aussi à mettre en place un TOD, donc un Transit Orientation Development. C'est-à-dire qu'autour de notre stationnement incitatif et de notre terminus, on développe un village dans la ville, donc des résidences, des commerces, des services, des bureaux, des institutions en termes de santé, dans un rayon de moins d'1 kilomètre du stationnement incitatif. Alors, tout à l'heure, quand je vous parlais d'un développement économique, c'est plus d'1 million de pieds carrés qui est actuellement en développement et il y en a un autre qui s'en vient d'ici quelques mois, tout aussi gros, à proximité du stationnement incitatif, où, évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir avoir tous les services à pied et de pouvoir prendre le transport collectif sans utiliser sa voiture pour pouvoir le prendre. Autre surprise que nous avons eue en mettant en place le stationnement incitatif. Alors, la prochaine tuile, nos aînés. Les aînés à Sainte-Julie n'ont jamais pris le transport collectif. Je vous le dis, c'était le royaume de l'automobile, donc ont toujours eu des automobiles, 1, 2, 3 et 4. Alors, on a dû vraiment, avec eux, faire de la pédagogie. Quand on dit faire de la pédagogie, c'est que nous avons même dû aller en autobus avec nos aînés et faire des tours pour leur démontrer à quel point c'était efficace, comment ça fonctionnait. Alors, ça a été là-dessus un succès énorme au niveau des jeunes familles, au niveau des aînés, au niveau des adolescents.
Donc, c'est pour nous un élément de changement de culture. Et on le voit parce que maintenant, nos jeunes, comme je le mentionnais tout à l'heure, ne vont pas chercher le permis de conduire. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat concret? Depuis 2013 à 2018, 70 % de hausse de l'achalandage des circuits locaux. C'est gigantesque. Nous avions augmenté l'offre de 40 %. Nous avons dû bonifier encore l'offre parce que la demande était là. Après avoir quadruplé le nombre d'inscriptions au cégep de Saint-Hyacinthe, la hausse se maintient à 11 % depuis 2013 jusqu'à 2018. Donc, c'est un élément extrêmement important. On a une grave maladie chez nous qui s'appelle la congestion chronique, pas celle du nez, pas celle du cerveau, mais celle des routes et des autoroutes. Donc, il fallait vraiment prendre des moyens. Il nous reste encore beaucoup de travail à faire, mais celui du transport collectif gratuit a été adopté par une dizaine de villes parce qu'on veut se guérir de cette congestion. Alors, évidemment, c'était pour nous très innovant. La ville de Sainte-Julie, au fil des ans, a reçu beaucoup de prix face à cette initiative en termes de transport collectif. Et avant de vous passer la mini-vidéo de 15 secondes pour vous démontrer à quel point le transport collectif peut aussi faire partie du développement économique d'une ville, j'aimerais vous citer Lawrence Bettel, responsable du transport collectif à Manchester, qui dit que notre art, c'est de redonner du temps aux gens. La docteure Maria Vera de l'Organisation mondiale de la santé nous dit que si vous travaillez dans le domaine du transport public, vous êtes des travailleurs de la santé. Et moi, j'ai envie de vous dire en terminant qu'en améliorant l'accès au transport collectif, on répond à notre mandat premier comme élu, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de vie de nos citoyens, et ce, sous de multitudes d'aspects. Alors, on peut regarder la petite vidéo. Petite vidéo prévue pour Sainte-Julie. Et voilà. Alors, c'est tout un quartier qui se transforme où, effectivement, il y a de la résidence maintenant, du commerce et de la proximité avec le transport collectif. Et c'est la meilleure façon pour nous de s'assurer de ne plus voir pousser la deuxième, troisième et quatrième véhicule. Alors, merci beaucoup. Quelques rebondissements. Vous êtes aussi donc la préfète de MRC. Vous me disiez en préparant cette journée que vous n'étiez pas non plus très soutenu par vos collègues élus des communes aux alentours, y compris d'autres communes, mais qu'il a fallu se battre. Vous étiez soutenu par votre conseil municipal. Est-ce qu'il faut toujours aujourd'hui vous battre pour dire « regardez, ça fonctionne et je tiendrai bon jusqu'au bout » ? Oui, et particulièrement au niveau du financement. Je sais que ça va être le sujet d'une autre table ronde, mais chez nous, comme c'est financé avec la taxe foncière, il faut vraiment avoir l'appui des citoyens pour pouvoir aller dans cette voie. Et des confrères dans d'autres villes souhaitent qu'il n'y ait pas d'avantage comme celui-là. Donc, le financement revient année après année dans la grande région métropolitaine et remis sur la table. Et on suppose à chaque fois que pourrait être retiré le privilège d'avoir le droit d'offrir du transport collectif gratuit. Donc un petit mot sur le financement, justement, comment ça fonctionne. On parle de taxe foncière pour vous, chez vous, pour effectivement nous alimenter notre culture autour de ça. Comment ça fonctionne chez vous, le financement, et comment ça se maintient, et comment vous financez cette gratuité, finalement? Alors d'abord, il y a une partie qui vient du gouvernement du Québec. Donc, quand c'est l'acquisition de véhicules, ça vient du gouvernement du Québec. Et le reste vient de subventions de l'autorité régionale dans la grande région métropolitaine. Et nous avons des exploitants. Alors, nous, ce qu'on a pris comme décision, c'est de dire comme ville, donc individuellement, notre ville offrait le transport gratuit. Donc, aussitôt, les instances gouvernementales se sont virées, ont dit, vous voulez offrir ce service, vous allez le payer à 100 %. Donc, il est sur les taxes générales de la ville et nous le payons sans aucune aide financière. Alors, évidemment, convaincre ses confrères, ses consoeurs de faire le saut, ça veut dire aussi faire des choix politiques, des choix importants en termes budgétaires, pour pouvoir mettre en place cela, mais
je tente de les convaincre en leur démontrant qu'on peut lier l'économie et le transport collectif. Parce qu'il y a derrière, effectivement, des conséquences positives. Et donc, effectivement, c'est peut-être au détriment d'autres projets, finalement. Est-ce qu'il y a eu des augmentations quelconques de taxes, de fiscalité par rapport aux citoyens, aux entreprises? Non, il n'y a pas eu. C'est pour ça que les gens sont heureux. Il n'y a pas eu d'augmentation de taxes qui est venue avec le service. Par contre, on a réaménagé des choses. On l'a fait autrement. On a travaillé aussi beaucoup notre développement à proximité du terminus, qui est un élément, un apport supplémentaire en termes de taxes. Donc, dont les citoyens, justement, auraient difficilement accepté une hausse substantielle parce que déjà, ils ont à payer dans la grande région métropolitaine des taxes supplémentaires pour tout automobiliste, que ce soit au niveau de l'essence ou que ce soit au niveau de l'immatriculation. Et comment on fait, les collèges, les lycées, pour répondre à cet afflux d'étudiants? Il a fallu construire des salles de classe supplémentaires, recruter des enseignants. Oui, il était très heureux parce que comment fonctionne notre système au niveau préuniversitaire, ils reçoivent des subventions au nombre d'élèves. Alors, le fait qu'on apporte des élèves de façon importante à leur collège, ça a valu, par contre, que je reçoive quelques téléphones d'autres collèges préuniversitaires qui n'étaient pas aussi heureux. Voilà. C'est de la concurrence que vous nous faites, en fait, c'est ça? Et oui, ils nous ont dit même que c'était de la concurrence déloyale. Alors, on leur a dit, il n'y a rien de déloyal. Nous sommes prêts à accepter la gratuité dans tous les collèges préuniversitaires. On va rester, merci beaucoup, Madame Roy. On va rester dans le domaine des études. Nous évoquerons évidemment l'exemple Castelroussin avec les études supérieures tout à l'heure avec Jérôme Gernet, mais je me tourne vers Philippe Fournier, puisqu'on parle de jeunes, vice-président du Conseil régional, Centre Val-de-Loire, délégué au transport à l'intermodalité. La gratuité est en place dans toute la région pour les scolaires, dont vous avez la compétence depuis septembre 2017. Alors ça concerne 6 départements. Combien d'enfants? À peu près un peu plus de 110 000 enfants? Oui, 114 000. Quel coût? 12 millions d'euros. On commence directement par ça, voilà. Et là aussi, des conséquences, on va rebondir directement par rapport à ce que disait Madame Roy à l'instant, une augmentation substantielle des inscriptions. Alors, pour reprendre sur ce thème d'évolution, de politique sociétale, il y avait un véritable enjeu, vous le développerez tout à l'heure, d'éducation autour de la modalité transport, mais finalement, vous avez constaté des effets bénéfiques d'un report, en tout cas, de déplacement en voiture qui se faisait désormais par bus. Alors, en quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne, Philippe Fournier? Alors, bonjour à toutes et tous. Merci à Gilles Averrouz de nous accueillir. La gratuité des transports scolaires était une promesse de campagne aux dernières élections régionales, mais pour beaucoup de régions qui ont été élues, on a été la première à la mettre en œuvre dès la prise de compétence, le 1er septembre 2017. On vient d'être rejoint par nos amis de Bourgogne-Franche-Comté à la rentrée. Avant, on était seuls. Maintenant, on est accompagné. Je crois que ça, au-delà de la promesse de campagne et le fait quand même de faire ce que l'on a promis, ce qui est quand même extrêmement important, parce que bon, c'est pas toujours le cas. Je crois que en y réfléchissant, en analysant ce que ça a produit, aujourd'hui, on a élargi le spectre des réponses. Déjà, on l'a promis, on l'a mis en œuvre pour l'égalité. Un grand principe, et pas l'équité, un grand principe républicain, c'est l'égalité. L'égalité devant l'école, de dire à tous nos enfants, notamment du milieu rural, puisque c'est la compétence régionale est dans le milieu rural, de dire que pour cette école gratuite, alors laïque et obligatoire, c'est la Constitution qui le dit, nos enfants, nos petits-enfants, parce qu'on vieillit aussi pour certains d'entre vous ou d'entre nous, devaient aller à l'école gratuitement, et de l'école primaire jusqu'au lycée, et on l'a élargi aux apprentis, puisque la gratuité est pour les apprentis. Donc il y a ce premier élément, l'égalité. Il y avait quand même un élément de pouvoir d'achat. Redonner du jour au lendemain 12 millions d'euros de pouvoir d'achat aux familles, à 75 000 familles, c'était, je crois, quelque chose d'important. Quand certaines régions, alors je ne veux pas critiquer, il ne faut pas mettre en place des chèques mobilité pour des salariés,
c'est des enjeux qui, par exemple, dans le nord de la France, c'est quelques millions d'euros, c'est 4 millions d'euros. 12 millions d'euros, c'est pas rien de pouvoir d'achat donné à des familles, surtout en ce moment-là, et en milieu rural. Le troisième enjeu que l'on a vu, c'était un enjeu environnemental. Du jour au lendemain, on a eu 4000 inscriptions de plus. Alors, très clairement, il n'y a pas 4000 gamins, enfants, tous les matins, qui prennent les cartes scolaires en plus. En moyenne, il y en a 2000. Ça fait à peu près 1500, on a fait des études, on a fait analyser 1500 voyages solo en voiture en moins tous les matins dans la région, en termes d'émissions de CO2, d'émissions de particules, de diminution. C'est un vrai enjeu, c'est quelque chose qu'on doit faire. Et puis, il y avait l'enjeu du coût. Parce qu'on nous a dit, mais comment vous allez le financer? On a fait un choix politique. Et je crois que les élus, aujourd'hui, comme nous, on doit faire des choix politiques. Il y a des choses que l'on fait, des politiques que l'on doit financer, et des politiques qu'on doit arrêter. Alors, on n'a pas arrêté certaines politiques, mais là, on a fait un choix financier. Alors, c'est vrai que mes collègues, aujourd'hui, quand ils me disent 12 millions d'euros, surtout en ces périodes de restrictions budgétaires, de contraintes pour les collectivités locales, ils me disent, bon, ils aimeraient bien récupérer une partie des 12 millions d'euros. C'est une mesure qui a été proposée par la majorité, mais votée par l'ensemble des groupes à la région, parce que quand même, on a présenté tous les intérêts qu'il pouvait y avoir pour les habitants de la région. Alors après, il y a eu peut-être une incompréhension de certaines familles, puisque la compétence régionale n'est pas une compétence sur toute la région. Puisque au niveau, on le voit bien, à Châteauroux, la compétence transport relève de l'agglomération. Et à Châteauroux, les habitants de Châteauroux, ils ont dit, les habitants de l'Indre, ils ont dit, la gratuité, elle est totale maintenant dans l'Indre. Sauf qu'il y a certaines agglomérations où il n'y a pas la gratuité. Et les familles n'ont pas compris que les camarades qui arrivaient de zones rurales ne payaient pas. Et eux, pour aller au collège, à l'école, au lycée, ils payaient. Faire un peu de pédagogie, et ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc il y a eu aussi, en termes d'incompréhension, il y a eu un aspect aussi pédagogique. Il a fallu qu'on explique que ça ne relevait pas de notre compétence. Alors certains élus d'agglomération ont dit la région va nous payer la gratuité. Je crois que ce n'est pas si simple. On leur a expliqué que c'était des choix politiques. Et je crois qu'il y a aussi aujourd'hui, dans les campagnes électorales qui s'annoncent, je sais que sur beaucoup de territoires urbains, va se développer aujourd'hui cette réflexion-là. Et je crois que c'est intéressant. Il faut qu'on ait des résultats. Et puis, on nous expliquait qu'il y aurait beaucoup d'inscriptions de confort, que vos cars, ils seraient vides. Alors, quand on voit tous les matins 2000 enfants en plus, c'est pas vrai. Et puis, qu'est-ce qu'on allait en faire de ce transport scolaire? Ça fait 2 ans qu'on l'a fait. Est-ce qu'on allait rester 12 millions d'euros? Est-ce que vous n'allez pas faire baisser la qualité de service? Nous, on a dit non. En corollaire, on a fait évoluer la qualité de service de ce transport scolaire, puisque la rentrée d'après, on a passé un cap, c'est-à-dire qu'on a intégré dans les 1791 circuits scolaires de la région, une billettique embarquée. Alors, vous pourrez, si vous êtes intéressé, vous pourrez la voir. Il y a Ubi Transport qui est dans le hall, qui est notre prestataire. C'est une start-up de Mâcon. On a choisi de ne pas aller vers quelque chose, les services sur étagère des grands groupes. On a choisi une start-up française en plein développement et on met en place cette billettique embarquée. Ça veut dire que tous les matins, on sait quel enfant il y a dans les cars scolaires, ce qui n'était pas le cas dans 85% des territoires de la région. Ça a coûté combien? Alors, ça a coûté 2 millions d'euros et 500 000 euros en fonctionnement chaque année. Donc, c'est un coût supplémentaire. Mais on a dit que le transport scolaire,
notre compétence, c'est une véritable politique. Je crois qu'on est passé du ramassage scolaire, on a tous connu quand on était plus jeune, beaucoup plus jeune, le ramassage scolaire, et on est passé à un transport scolaire qui doit être un véritable service public, un véritable service, un véritable moment où nos enfants ils vivent ensemble et ils apprennent des règles aussi. Bon, ils font aussi quelques non-règles, quelques sottises, mais c'est la vie. Et puis, on travaille avec les territoires, donc je crois que c'est intéressant là-dessus. Quel était le prix moyen du ticket pour une famille, puisque vous avez évoqué cette notion de 1000 euros. C'est 1000 euros. Pour l'année, quoi. Hein. Donc, oui, ça représentait ça. Chaque famille. Et aujourd'hui, alors il y a quelques agglomérations effectivement qui sont sorties aussi du dispositif. Ça représente, parce qu'on va parler du maillage effectivement rural, urbain, ça représente combien d'agglomérations sur l'ensemble des 6 départements? On est en tout, il y a 16 autorités organisatrices de transport dans la région et 15 autres autorités organisatrices de transport. Alors, il y a des collectivités avec la future loi d'orientation sur la mobilité qui réfléchissent aussi à prendre la compétence transport interurbain, transport scolaire. Donc, c'est quelque chose que l'on devra travailler ensemble pour avoir une coordination parce que il peut y avoir des transports scolaires. Nous, on le voit avec l'agglomération de Vendôme qui a pris la compétence, mais il y a des cars scolaires qui rentrent, qui viennent d'ailleurs, qui vont au lycée, donc c'est quelque chose d'extrêmement partagé. Et vous avez créé une marque autour de cela aussi. La marque Rémi. Alors, vous l'avez vu aussi dans vos cadeaux. Vous avez un stylo à marque Rémi. J'en ai toujours un sur moi. On ne sait jamais. Quand je rencontre alors, je vais vous dire pourquoi. J'en ai toujours un sur moi. J'en ai deux d'ailleurs. J'en ai un pour écrire et un parce que j'ai toujours des parents d'élèves sur, je vous le dis, tant de circuits, tant de voyages tous les matins, il y a toujours qui se plaignent et quand j'en rencontre un qui se plaint, je lui offre déjà pour commencer à discuter le stylo Rémi. Donc vous en avez un, c'est pas pour vous calmer, hein. Ça c'est juste ça fait pas partie un cadeau du programme éducatif et du programme scolaire. Région. Rémi, un réseau de mobilité interurbaine, c'est pas mon prénom, donc rassurez-vous. On n'en est pas là au niveau des élus. Et c'est une marque qui commence à se voir, puisque beaucoup de cars aujourd'hui ont un pelliculage Rémi, et vous voyez à travers nos territoires, à travers même qui rentrent à Châteauroux, à la gare routière, vous voyez beaucoup de cars Rémi. Moi, ça me rappelle le bureau quand j'en vois passer devant chez moi. Je me dis, encore des cars Rémi. Vous parlez des élus, on va quand même citer et saluer, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais à culpa, François Bonneau, président du Conseil régional Centre-Val de Loire que vous représentez et qui est donc fait cette promesse. On parlera de l'évolution et surtout du rapport entre le rural et l'urbain. Pour un débat équilibré évidemment, avant d'entendre le témoignage de 2 entrepreneurs locaux, la parole aux représentants des usagers. Monsieur Gazeau, on connaît la position de la FNOT que vous présidez. On entendra aussi l'UTP tout à l'heure, évidemment, l'Union des transports publics et ferroviaire, dont vous avez été le délégué général. Alors contre une gratuité totale, mais pour ceux qui en ont besoin, sur cette question particulière du scolaire, M. Fournier a parlé tout à l'heure en introduction de notion d'égalité devant l'école dans son ensemble, en particulier dans les zones rurales comme les nôtres. Est-ce que vous revendiquez aussi finalement une gratuité pour les familles à faible revenu, ou en tout cas une gratuité partielle, y compris pour les scolaires? Quelle était votre position sur cet aspect, en tout cas, des plus jeunes, on va dire? Sur le scolaire, on a adopté une position qui est assez proche de celle de l'association des scolaires, de l'ANATEP, qui consiste à dire qu'il faut qu'il y ait un forfait minimum pour pouvoir avoir une prévisibilité à peu près juste sur les besoins de capacité de transport scolaire, ce qui n'est pas toujours le cas en milieu urbain ou en milieu périurbain. Mais pour le reste, on a laissé la liberté aux collectivités de faire ce qu'elles veulent, bien sûr. Quel retour vous avez finalement des publics familiaux, en tout cas à propos des trajets scolaires? Qu'est-ce que vous avez en retour des usagers? Cette position me paraît assez acceptée, en tout cas, puisque moi, je n'ai pas de remarques particulières, mais il faut dire quand même que les transports scolaires sont d'abord privilégiés, sont prioritairement suivis par l'association des transports scolaires, plus que par la FNOT, quoi.
Alors cette notion aussi, je dirais, de sensibiliser le plus jeune public à cette question du transport, elle est posée sur la table aujourd'hui et voilà, l'intérêt et en tout cas le privilège de vous avoir aujourd'hui, c'est d'échanger, de faire circuler la parole un petit peu au niveau du débat, sur ce débat ou sur cette notion d'enjeu de politique sociétale. Quelle est déjà votre réaction par rapport à d'autres expériences qu'on voit aujourd'hui à l'international, notamment à Québec? Alors écoutez, la position de la FNOT, voilà, le droit à la mobilité, il est inscrit dans le Code des transports, il est repris d'ailleurs dans la loi sur les mobilités, et donc la FNOT s'est créée pour défendre ce droit. Donc c'est très important, donc on est attaché à ça. La FNOT, c'est une fédération de 170 associations. Donc on n'est pas, nous, une entreprise avec des filiales, une fédération, il y a des associations qui adhèrent, si elles sont d'accord finalement avec la ligne qu'on essaye d'élaborer collectivement, et sinon elles peuvent toujours démissionner ou ne pas adhérer. Donc notre position sur la gratuité, elle était assez stable, si j'ose dire, et elle est assez simple. Oui, la gratuité est nécessaire. Nous défendons la gratuité pour ceux qui en ont besoin, mais non, elle n'est pas indispensable pour tout le monde. Alors je vais expliquer pourquoi, en faisant un petit retour d'ailleurs sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Au début, enfin il y a au siècle dernier, si j'ose dire, la gratuité était accordée selon des tarifications aux scolaires et aux personnes âgées, pour faire court. Ensuite est venue la congestion des villes, et la naissance de la LOTI et la création du versement transport. Et le grand débat, ça a été d'offrir des transports de qualité. Et on a vu apparaître les tramways qui ont poussé un peu la voiture. On a vu apparaître ensuite les BHNS, le maillage de réseau. On se posait à ce moment-là assez peu de questions sur la tarification. On continuait sur des tarifications anciennes et les choses allaient comme ça. Dans une troisième étape, c'est celle d'aujourd'hui finalement. On veut une ville plus sereine, acceptable, plus accessible, dépouillée un peu plus de voitures, moins dépendante de la voiture, qui soit vivable, respirable, etc. Et donc, finalement, parmi les objectifs de ce colloque, entre parenthèses, moi j'aimerais mieux que ce soit rencontre internationale des transports publics performants et gratuits, parce qu'il n'y a pas de gratuité sans performance. Donc, parmi les objectifs, il y a effectivement donner du pouvoir d'achat aux gens. Il y a ensuite remplir les bus, vous l'avez dit. Il y a ensuite encourager le report modal. Et puis faire en sorte que la ville soit vivable et que son centre-ville vive. Voilà, j'ai retenu ça comme grands objectifs de ceux qui sont partisans d'une gratuité totale. Et nous pensons qu'on peut y répondre sans forcément faire la gratuité totale. D'abord, la redistribution de revenus, elle était absolument indispensable. C'est pour ça que je dis que la gratuité est nécessaire. Et il faut donc donner la tarification gratuite, enfin faire la gratuité pour ceux qui en ont besoin. Ça laisse quand même beaucoup de marge pour savoir où on met le curseur. Entre 0 et 100%, il y a quand même de la marge. Et donc, pour nous, c'est ça le vrai débat. Ensuite de ça, remplir les bus. Alors, remplir le bus avec les captifs, c'est pas trop, enfin, c'est plutôt pas trop difficile. Par contre, comme vous le disiez, remplir le bus avec les gens qui ont l'habitude de prendre leur voiture, leur deuxième, troisième ou quatrième voiture, nous on va peut-être pas jusque-là, on va jusqu'à la deuxième voiture, c'est plus difficile. Alors, et c'est ça le vrai défi, parce qu'on est devant une inéquité qui est le prix du bus tel qu'on le paye par an, et puis le prix de la voiture qui est rarement affiché, enfin son coût est rarement affiché, et donc les gens qui ont tous une voiture regardent le coût marginal plutôt que le coût réel de la voiture. Donc pour faire, notre sentiment c'est celui-là, c'est que pour être compétitif en matière de transport public, il faut un réseau performant. Performance, c'est le premier mot. C'est là-dessus que les gens se positionnent pour savoir s'ils vont prendre les transports publics ou pas. Quand je dis performance, ça veut dire appliquer la règle d'or des transports publics, c'est-à-dire de la fréquence, du cadencement, de la ponctualité, et je rajoute pour le réseau un maillage. Bon. Si vous n'avez pas cette performance-là, c'est très difficile de convaincre. Et on a des gens qui me disent, oui, moi si je dois attendre le bus, à la limite, je préfère en avoir plus et le payer. Parce que la qualité de service prime sur l'élasticité du prix. Donc nous disons, voilà, il faut être compétitif entre les modes, parce qu'on ne veut pas non plus imposer des choix. Les gens ont la liberté de choisir quand même. Et donc, il faut que le transport soit très compétitif. Et pour qu'il le soit, la notion de performance est essentielle. Après, pour desservir les centres-villes, ça dépend beaucoup des politiques de mobilité, du stationnement, la politique de stationnement, de la politique commerciale. Aujourd'hui, de l'Internet, tout ça bouge les choses et bouge les lignes.
Et donc, un bon réseau de transport est essentiel, et je partage votre point de vue. Un réseau de transport aujourd'hui fait partie de la compétitivité économique des villes. Donc, il faut vraiment avoir un réseau performant. Mais qui dit performant, dit évidemment investissement. Or, on le voit bien, tout le monde cherche de l'argent. Les régions, les départements, les communes, l'État, enfin c'est compliqué. Et dans ces conditions-là, défendre le transport public, c'est une grosse performance. Vous le disiez, bon, chez nous, on a l'avantage que depuis la LOTI, le consensus social s'est fait sur un trépied, la participation des usagers, la participation des contribuables et la participation des entreprises. Bon, d'un point de vue sociétal, il nous paraît très dangereux de rompre cet équilibre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bouger le curseur, hein, je le disais en entrée de jeu, sur la gratuité, mais rompre cet équilibre de ce trépied, c'est assez dangereux parce que supprimer un des pieds, ça risque de nous faire tomber, voire de nous paupériser. J'ajoute que ceci intervient au moment où les investissements sont plus que jamais nécessaires, parce qu'il faut aborder la transition énergétique. Tout le monde sait que passer du véhicule diesel au véhicule hybride ou électrique, ça coûte plus cher. Passer aux masses, enfin aux services, à l'information voyageur, ce sont des investissements très importants. Et il faut surtout éviter ce qu'on voit un peu dans les appels d'offres aujourd'hui, hein, que le besoin de ressources se traduise par une réduction de l'offre. Donc il ne faut pas réduire, il ne faut pas baisser la garde sur la qualité de service, il ne faut pas baisser la garde sur la performance. Et pour ça, il faut des moyens financiers. Et c'est dommage de se priver des moyens de ceux qui peuvent payer le transport public. Voilà, c'est un débat évidemment de société. Hein. Je laisse le débat. Mais c'est un débat ouvert et au contraire, on est ravis justement de pouvoir échanger là-dessus. Par rapport à l'aspect, je dirais, dynamisation aussi des centres-villes, vous l'avez évoqué, peut-être passer un peu rapidement là-dessus. Sur les commerces, vous avez parlé de concurrence d'Internet, mais finalement, est-ce que cette notion de gratuité, on l'a vu sur certaines zones, peuvent au contraire dynamiser, recréer ou en tout cas impulser peut-être une redynamisation de commerce et justement de pouvoir contrer aussi cette forte concurrence, je dirais presque déloyale d'Internet? Je crois que c'est quelque chose que, enfin, ce sont des objectifs que tout le monde partage dans cette salle. C'est avoir de bons réseaux performants qui rendent accessibles les services du centre-ville, bien sûr. On voit bien que les services évoluent considérablement. On voit bien que l'État, par souci d'économie, organise des cartes judiciaires, universitaires, administratives, hospitalières, et que donc les services se déplacent d'ailleurs selon les villes, mais il faut pouvoir y avoir accès. Et pour ça, si on veut que tous puissent y avoir accès, et en particulier les moins favorisés, il faut des transports publics bien organisés et pour eux, comme je le disais, gratuits. Pour le centre-ville, tout le monde recherche une certaine sérénité ou une grande sérénité dans la ville. C'est vrai que quand on pousse un peu la voiture, on retrouve cette sérénité. Les villes du nord de l'Europe en apportent la preuve. Et toutes les villes qui aujourd'hui ont développé le vélo en apportent aussi la preuve. Voilà, donc dans le report modal, pour mettre les gens dans les bus, il faut à la fois prendre le départ modal à la voiture, mais il ne faut pas en prendre trop au transport au vélo ou aux piétons. Donc il faut vraiment organiser la multimodalité, l'intermodalité de façon intelligente. Et c'est ce qui permet de retrouver un centre-ville accueillant, accessible. Alors sans doute avec une évolution commerciale, c'est plus les commerces d'il y a 20 ans, mais le centre-ville est une fonction sociale qui reste une richesse pour les villes. Et donc il faut absolument la préserver et l'offrir au plus grand nombre, bien entendu. Hein. On va commencer à avoir effectivement très prochainement des premiers chiffres en tout cas et des premières études et retours sur ce report modal, notamment piéton. Alors même si on prend le bus, on devient un petit peu piéton aussi parce qu'il faut aller jusqu'à l'arrêt, il faut après remarcher. Juste pour resituer, l'AFNOT, ça représente combien d'associations? Quel type d'usagers, plutôt en nombre d'adhérents? On va revenir un petit peu juste pour vous représenter et surtout quelles activités, quelles missions vous pouvez avoir effectivement au quotidien pour parler des retours que vous avez du terrain, vous. Bon, nous, on a 170 associations, ça fait à peu près 80 000 personnes. Il y en a un tiers qui sont du ferroviaire et elles sont très mobilisées évidemment sur la défense des petites lignes, enfin des lignes régionales, hein, des guichets, des gares, où les atteintes sont quand même assez fréquentes et constantes. On a un tiers, c'est les réseaux urbains. Il y a 170 réseaux urbains, on doit avoir des associations dans à peu près presque toutes les villes. Puis le reste, c'est des associations de vélo, environnementales, écologie. J'ajoute que l'AFNOT couvre tous les modes de transport, donc couvre aussi bien l'aérien que le ferroviaire que l'urbain. Malheureusement, on n'a pas d'association ni dans l'aérien, parce que les usagers ne se rencontrent pas ou ne se retrouvent pas.
J'ai passé la semaine très largement sur la faillite des Glazures, mais on n'a pas d'association d'usagers de l'aérien. On n'a pas davantage d'association d'usagers des VTC ou des taxis, même si on a beaucoup de récriminations là-dessus. Sur l'aérien, c'est 50% de nos litiges quand même, hein, parce que la FNOT a deux fonctions. Elle défend les usagers, on les représente en justice, et après on les représente auprès du gouvernement quand il y a des lois, des décrets et autres. Un peu de lobbying quand même aussi. On essaye de donner nos avis quand on veut bien nous entendre. Et sur le ferroviaire, parce que c'est du transport public aussi, avant de parler là aussi de gratuité, il y a aussi cette notion de défense, de maintien, donc c'est garder un réseau performant. En fait, émaillé, ça passe par là. Émaillé, en tout cas. Voilà. En tout cas, merci pour cette intervention. Alors, on va pouvoir continuer à échanger, évidemment. On va parler de l'entreprise, on va continuer effectivement à parler, et on va revenir sur l'aspect plus sociétal, plus général, mais pour poursuivre sur les jeunes. Jérôme Gernet donc, va témoigner à deux titres, chef d'entreprise et donc maître d'apprentissage, c'est comme ça qu'on dit, et président de la Chambre de commerce, dont l'une des missions est aussi la formation supérieure, grâce à Campus Centre aujourd'hui qui se développe, et la formation supérieure avec le CFSA, notamment l'antenne d'HEI située sur l'écoquartier Balzan. Et sur ce point, justement, les transports publics gratuits à Châteauroux, vous dites, permettent aux jeunes aussi de venir chercher un peu un logement où ils veulent. Disons que ça simplifie peut-être la vie de certains étudiants que, là aussi, Châteauroux essaye de capter à l'extérieur de notre territoire, ou de maintenir ce qu'on a chez nous, évidemment. Exactement, c'est un atout supplémentaire. Sur le campus, c'est 600 jeunes, un peu plus de 600 jeunes. Une bonne majorité de ces jeunes viennent des départements hors de l'Indre. Quand ils viennent sur Châteauroux, on trouve des logements à pas cher. Seulement, ils sont répartis sur toute l'agglomération. Donc pour eux, pour pouvoir revenir au campus, c'est important d'avoir des bus gratuits. C'est un atout complètement supplémentaire pour eux. Pour le sport, le soir, pour profiter des activités, pour leur petit boulot, parce que bien souvent, ils font aussi un petit boulot en plus de ça. Donc, ils viennent en début de semaine avec leur véhicule ou par le train, et ensuite, ils se déplacent par les bus gratuits, qui sont très bien desservis, et je vois sur le campus, on a vraiment, ça colle parfaitement avec les activités. Ça, c'est des retours que vous avez régulièrement? Complètement, oui. Ouais. C'est un atout supplémentaire. Ensuite, les jeunes ont besoin de faire des stages, ont besoin d'aller en entreprise. Les entreprises et les zones industrielles sont sur les agglomérations, enfin à l'extérieur de l'agglomération. Aujourd'hui, c'est un atout supplémentaire aussi pour les jeunes. Ils peuvent se déplacer gratuitement dans les zones. Il y a eu un vrai partenariat avec Châteauroux Métropole sur les horaires. C'était important de coller les horaires avec les horaires des entreprises. Donc il y a eu un gros travail de fait de ce côté-là. Et ça marche parfaitement. Tous les jeunes stagiaires qui n'ont pas forcément de permis, pas tous en tout cas, peuvent se déplacer et venir en entreprise sans difficulté. C'est aussi quelque chose. Notre territoire, c'est un territoire rural. Le département, c'est un département rural. On a aussi beaucoup de jeunes qui n'ont pas les moyens de se payer un permis de conduire. Ça existe. Et bien souvent, le transport par bus gratuit, c'est aussi une réponse à leurs besoins. Ça, vous avez aussi des retours de la part des entreprises des différentes zones industrielles, dont vous faites partie, évidemment, zone industrielle de la malterie. Oui. Ça a eu un vrai impact en termes de chiffres, de réalités, d'intégration de jeunes en stage ou premier boulot peut-être, ou alternance, évidemment. Oui, complètement. Les jeunes, ça leur a permis d'aller à l'extérieur de l'agglomération pour pouvoir faire leur stage. Et la zone industrielle de la Martinerie, qui est une zone qui n'était pas desservie par les bus gratuits, ça a été mis en place ça fait pas très longtemps. Je pense qu'on avait dans l'idée que il n'y a pas un vrai besoin. Et en fin de compte, aujourd'hui, alors j'ai pas les chiffres, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien. En fin de compte, il y a beaucoup de gens, même les salariés des entreprises, changent de modèle. Ils viennent en voiture, ils font du covoiturage ou pas. Et aujourd'hui, le bus est une réponse au transport. C'est aussi économiquement rentable pour eux. Vous avez parlé de négociations avec Châteauroux Métropole, donc avec aussi le réseau Horizon, le transporteur Keolis. Ça a mis du temps. Voilà, comment se sont passées ces négociations avant d'arriver à ce que les horaires qui pouvaient correspondre à vos besoins ou aux besoins des jeunes puissent être mis en application dans le service réellement? Non, on a une écoute rapide.
On a monté des associations dans les zones. Dans la zone industrielle de la malterie, c'est une association. Côté martinerie, c'est une association. Donc, c'est un interlocuteur avec l'agglomération. Ce n'est pas des chefs d'entreprise, c'est une association qui discute. Donc, c'est beaucoup plus facile au niveau dialogue. On arrive avec une proposition et on se met d'accord et ça se fait très facilement. Et on a une très bonne écoute de Châteauroux Métropole. Et est-ce que toutes les entreprises, ou en tout cas une grande majorité, a joué le jeu aussi de ces interventions, en tout cas de ces négociations, et de travailler sur la question? Complètement. Ne serait-ce que sur les arrêts de bus, par exemple. Positionner les arrêts de bus dans la zone, c'était quelque chose d'important, de le mettre stratégiquement au bon endroit. Parce qu'en hiver, l'éclairage, si on prend la zone industrielle de la martinerie, l'éclairage n'est pas forcément réparti correctement. Et on a eu une très bonne écoute et on a mis les arrêts de bus au bon endroit. Alors, après les jeunes, il y a les salariés aussi, parce que cette question d'enjeu de politique sociétale, c'est aussi d'inciter, pourquoi pas, finalement, les salariés à moins utiliser leur véhicule. Un plan de mobilité existe maintenant et obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés, un peu depuis le 1er janvier 2018. Est-ce que déjà ça commence à faire un petit peu, à s'intégrer dans les mentalités des chefs d'entreprise, de se dire voilà comment on va pouvoir réfléchir aussi à la mobilité de nos salariés et à faire en sorte que nos salariés puissent utiliser là aussi le réseau de transport gratuit? Alors on incite, on affiche, on informe, mais c'est assez compliqué quand même, surtout pour les entreprises qui travaillent en équipe, en 3-8, voire en 5-8 avec les week-ends. C'est pas évident de mettre en place et on peut pas non plus mettre des bus à 5h du matin, à 21h le soir. C'est trop compliqué et on n'est pas certain en plus qu'ils seraient remplis. Donc c'est assez compliqué. Mais pour les gens qui sont à la journée, globalement, ça fonctionne relativement très bien. Oui. Vous avez des chiffres, non? Moi, j'ai pas de chiffres, mais sûrement que Châteauroux Métropole vous les donneront. On leur demandera en tout cas. Mais cette notion, elle est sensible quand vous en parlez, effectivement, quand vous sensibilisez les salariés. On a un peu de réflexion autour de cette notion de transport public. Pourquoi est-il gratuit à Châteauroux? Pourquoi ne l'est-il pas ailleurs? Est-ce que ça peut changer les mentalités? Est-ce que ça influe effectivement sur le grand débat? Je pense qu'il y a surtout une réflexion personnelle sur un gain économique et pas forcément dans la globalité des choses. Ils sont plus dans une réflexion personnelle de dire on va faire des économies, surtout au prix du carburant aujourd'hui, mais pas forcément dans un raisonnement global. On parlera coût tout à l'heure. Alice Gomez est avec nous. On est ravis. Alice Gomez, directrice d'Agir. Agir, c'est une entreprise d'insertion par le travail autour de ce grand secteur qu'est le vêtement et le linge. Plusieurs activités. Vous allez nous faire effectivement une petite présentation projetée avec des agréments déjà qui remontent à 2005 pour faire de l'insertion. Et vous allez nous présenter l'entreprise et après on évoquera que la gratuité des transports publics à Châteauroux vous a permis de vous développer et de développer des activités. Alice, prenez la zapette. Présentez-nous Agir. Bonjour. Alors, oui, dans un premier temps, l'idée c'est de faire un retour d'expérience, de vous présenter Agir et effectivement comment la gratuité du transport a été pour nous un élément clé dans la construction de notre association. Alors, je ne sais pas si Si, je pense qu'avec la petite zapette, normalement ça fonctionne. La condition d'appuyer peut-être sur le bon bouton. Bon, on va pouvoir mettre la première slide éventuellement. Donc Agir est une association de loi 1901 qui a été créée en 1992 et on a un agrément de la Directe depuis effectivement 2005 pour être atelier et chantier d'insertion. Pour que vous puissiez un petit peu visualiser la taille de notre structure, aujourd'hui on est à peu près une vingtaine de permanents et en 2018 on a accueilli plus de 200 salariés en parcours d'insertion avec un budget annuel d'un peu plus de 3 millions. En simultané, on accueille à peu près 150 salariés en parcours d'insertion. Notre métier premier, c'est pas de travailler autour du textile, c'est bien de faire de l'insertion socio-professionnelle. On travaille principalement sur 2 axes. Le premier est... Bon, voilà. Donc, le premier étant sur un accompagnement individualisé de nos salariés en insertion qu'on accueille, où l'idée c'est de
de repérer les freins, les problématiques qui les empêchent d'aller vers de l'emploi et surtout de l'emploi durable. Et de travailler avec eux sur la levée de ces freins et de construire un projet professionnel le temps de leur parcours à agir pour qu'ils puissent se rediriger soit vers de la formation qualifiante ou de l'emploi. Pour faire ce travail, on s'appuie sur des activités économiques et c'est là où intervient le textile. Donc, on a développé différentes activités. Toutes liées au textile. Alors, on est resté sur le secteur du textile parce que ça nous permet d'accueillir en fait plutôt un public féminin. On a plus de la moitié de nos salariés qui sont des femmes. Donc, on travaille à l'origine, Agir en 92, quand ça a été créé, c'était une boutique solidaire, donc à Châteauroux, qui existe toujours. On a développé nos points de vente avec une boutique à Brive-la-Gaillarde dans le Corrèze, une boutique multiservice en zone rurale à Villedieu-sur-Indre. Ça, c'est notre premier métier. Notre deuxième métier, c'est plutôt lié à l'entretien du linge, où on a développé depuis 2006 une blanchisserie industrielle avec des services de blanchisserie, de pressing, de repassage, de couture, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels. Et le dernier né, Véticentre, depuis 2014, où on va gérer ici la collecte, le tri et le recyclage des textiles sur notre territoire. Donc c'est sur l'ensemble de ces trois activités qu'on accueille nos 150 salariés. Et d'ailleurs, il faut bientôt élargir les murs, c'est ça? Comment? Il va falloir élargir les murs bientôt en plus. Il faut élargir les murs et la problématique de la mobilité se pose aussi sur notre futur développement. J'ai été trop vite, on va y revenir après. On continue sur la présentation. Pardon, Alice. Donc je vous disais, on accueille à peu près 62% de femmes. Les personnes qui sont en parcours d'insertion sont des personnes fragilisées dans des situations de forte précarité. Et la particularité, le fait d'accueillir des femmes, on s'aperçoit au quotidien, nous, que les femmes sont touchées beaucoup plus par des problématiques, des freins pour retourner à l'emploi. Les principaux sont la mobilité et la garde d'enfants. Mais derrière tout ça, ça va entraîner forcément des problématiques financières, de logement, d'isolement, et ainsi de suite. Et peu d'accès à l'emploi, un manque d'acquisition de compétences et d'expérience. Donc sur les chiffres, effectivement, on peut voir, on a 86% de nos femmes qui ont des enfants à charge. Donc quand elles doivent aller travailler, il faut qu'elles pensent aussi à comment on gère avant d'emmener les enfants à la crèche ou le dépôt des enfants à l'école. Et le chiffre clé qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce 28%. Sur l'ensemble de nos salariés, seulement 28% sont autonomes sur leur mobilité, c'est-à-dire qu'ils possèdent le permis et une voiture. On a 20% de nos salariés en plus qui possèdent le permis, mais qui n'ont pas les moyens financiers de s'offrir une voiture. La majorité de nos salariés vivent à Châteauroux et une petite moitié de ceux-là sont en zone prioritaire. Alors pour nous, la gratuité des bus, la mobilité facilitée, c'est vraiment un cercle vertueux, puisque ça nous a permis à nous, entreprises, de développer nos activités, de ne pas se dire qu'on restait près de notre public fragilisé et d'intégrer les zones prioritaires et de venir à eux et de les laisser dans leur environnement. L'idée, c'était de dire, on a le choix d'aller plus loin en termes de territoire, d'aller dans des zones industrielles, pour construire des vraies activités économiques. Parce que le but, c'est que nos salariés, on les prépare à aller dans l'entreprise. Donc on doit, nous, professionnaliser nos ateliers et apporter tous les outils et toutes les compétences pour qu'ils aient tout en main pour faire face au marché de l'emploi de notre territoire. Donc on a pu
du coup, avec cette mobilité, se dire, OK, maintenant, on peut aller créer de l'activité, le champ des possibles est élargi, on va pouvoir aller développer des activités en zone industrielle. Donc on en a la dernière qu'on a développée à Véticentre, sur la zone du Grand Déol. Et ça, on a pu le faire parce que, effectivement, nos salariés peuvent venir jusqu'à nous. Et pour le coup, les salariés, c'est aussi, ça leur facilite le passage de ce cap d'intégrer un chantier d'insertion, puisque bien souvent, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé depuis au moins 2 ans. Donc quand on a des problématiques financières et de mobilité, déjà de pouvoir intégrer un chantier, de pouvoir aller travailler le premier mois, puisque le salaire est versé qu'en fin de mois, de ne pas avoir à débourser de l'argent pour se rendre à un emploi, c'est juste... Voilà, ça permet ce passage en parcours. C'est le déclic, c'est le déclenchement en fait finalement. Mais y compris pour l'activité qui se déroule, alors pas en centre-ville, hyper-centre, mais quartier des Marins, on reste quand même à proximité du centre-ville. Pour des gens dont la moitié, vous dites, viennent des quartiers dits prioritaires qui sont donc assez éloignés quand même. Oui. Donc c'est même en corps de ville, sur nos boutiques ou notre blanchisserie industrielle, effectivement, 44% de nos salariés viennent des zones prioritaires. À pied, ça ne se fait pas, ou difficilement. Donc ces lignes de bus, c'est juste effectivement le déclic qui va permettre aux salariés de venir dans l'emploi. Et c'est ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, d'avoir 150 salariés qui peuvent se mettre dans une démarche d'insertion professionnelle. La présentation était finie, on peut... Oui. Merci Alice, on peut vous applaudir déjà pour cette belle expérience. Alors, pour intégrer vraiment le débat, justement, c'est un public dit prioritaire. Alors, Monsieur Gazeau, je me retourne vers vous. En même temps, on va pouvoir échanger. Un public dit prioritaire qui pourrait, dont vous êtes favorable effectivement à la gratuité, cette gratuité partielle, qui pourrait bénéficier. Le fait que, selon vous, ces personnes n'ont pas, vont se retrouver dans le bus avec des gens qui pourraient payer le transport. Est-ce que, voilà, dans cette notion-là, qu'est-ce qui fait la différence finalement? Parce que là, on essaye au contraire, d'effacer les différences entre un public dit prioritaire qui pourrait bénéficier de gratuité et un public qui pourrait se l'offrir. Nous sommes absolument favorables, on vous rejoint complètement. Il faut la gratuité pour ces publics, pour qu'ils puissent retrouver de l'emploi. Il faut effectivement la gratuité, mais à condition aussi, là où qu'on ait un réseau de transport performant et bien maillé, pour que ces gens-là puissent accéder à la formation, accéder aux emplois qui sont dispersés en périurbain. Voilà, donc tout ça passe... Je veux dire, c'est pas la peine de parler de gratuité tant qu'on n'a pas déjà un bon réseau performant. C'est la première des conditions. La gratuité vient après. Alors évidemment, tous ces publics, il n'y a pas de divergence entre nous. Il faut absolument les aider. Et le mariage social dans les bus, franchement, c'est plutôt une bonne chose. Enfin, je souhaite même qu'un maximum de gens... C'est justement ce qui fait la différence entre les réseaux de transport en commun aujourd'hui et ceux d'il y a 20 ans ou 25 ans. C'est que cette disparité sociale s'efface dans les bus. Enfin, je ne dis pas que tout le monde a une blouse grise, mais il n'y a pas de problème. Dans les réseaux là, il y a une notion d'égalité face à... Quand vous avez... c'est des choses qui m'ont frappé. Je pense à Grenoble, par exemple, où on a fait une ligne de tramway. Quand le jour où on a déplacé le tribunal qui était en centre-ville, tous les cabinets d'avocats qui allaient au tribunal y allaient à pied ou se loger ensemble. C'était logé près du tribunal. On a déplacé le tribunal. Il a fallu évidemment qu'ils prennent les transports en commun ou leur voiture pour... il y avait une ligne de tramway. Ils ont tous pris le tramway. Il n'y a pas de problème de mettre toutes les catégories sociales dans les transports en commun. Simplement, il y a une capacité contributive qui n'est pas la même. Et vu l'importance des sommes qui sont nécessaires, je pense que l'effort doit pouvoir être partagé. Et en particulier, on le voit bien aujourd'hui dans la LOM, par exemple, le forfait mobilité n'est pas rendu obligatoire, alors qu'on souhaiterait qu'il le soit. Mais le rendre obligatoire, c'est rajouter sur les entreprises encore, au-delà du versement transport, au-delà de la contribution pour 50% dans les déplacements domicile-travail, c'est rajouter encore un forfait. C'est pas pour ça qu'il ne doit pas être obligatoire. Nous sommes favorables à ce qu'il soit obligatoire. Mais il faut faire attention à ce que l'effort soit équitablement partagé. C'est fait partie du consensus social.
Comment vous l'argumentez, le fait qu'elle doit être obligatoire finalement, intégrée dans la loi? Parce que si on veut être compétitif par rapport aux autres modes, en particulier à la voiture, il faut quand même que les déplacements entre le domicile et le travail soient aidés de la même façon qu'ils le sont pour ceux qui sont en milieu urbain, où les entreprises contribuent à hauteur de 50% du remboursement de vos abonnements. Philippe Fournier. Oui, alors avec Bruno Gazo, c'est des discussions qu'on a régulièrement. On était devant la Fédération nationale des transports de voyageurs. On a échangé là-dessus. Je crois qu'on n'en est plus là. On en est à la place de la voiture dans les villes. Et je crois qu'il faut faire reculer l'usage de la voiture dans les villes. Alors, il est bien évident que les tarifications sociales sont essentielles. Mais on en est à dire à toute personne, notamment ceux qui peuvent se payer des voitures, Madame le maire le disait très bien, il faut leur expliquer qu'il y a une alternative aujourd'hui à l'usage de la voiture. Et je crois que l'enjeu environnemental est devant nous, on le voit très bien. Et c'est un véritable choix de société. Et notamment dans les villes moyennes. Parce que dans les grandes villes, il y a des transports en commun qui sont extrêmement performants, etc. Dans les villes moyennes, l'usage de la voiture est toujours essentiel et il faut le faire reculer même dans les villes moyennes. Et c'est pour ça que la gratuité totale des transports en commun est essentielle. Dire à toute personne, bien sûr avec des services performants, mais la gratuité totale, dire à des personnes, vous avez une alternative à l'usage de la voiture individuelle, aller faire les courses, aller en centre-ville, aller chez votre médecin, etc. C'est pour ça qu'il faut repenser aussi nos services de transport, pas faire uniquement des services de transport origine-destination, mais aussi faire des services de transport à l'usage. C'est-à-dire quels sont les usages essentiels aujourd'hui pour la population. Alors c'est les services publics, les services de santé, les zones industrielles, etc. Donc voilà, je crois qu'il faut réfléchir différemment parce je crois qu'il y a une étape au niveau environnemental qu'il faut franchir et un enjeu qui est beaucoup plus important, qu'on doit prendre en compte de façon beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Mais vous l'avez très bien dit, effectivement, la différence entre les grandes agglomérations où on a plus l'habitude d'utiliser les transports en commun, où on fait la chasse aux voitures, on pense à Paris effectivement régulièrement, mais dans nos réseaux, je dirais un petit peu plus ruraux ou en tout cas à taille moyenne, où on est plus habitué à se garer carrément dans la boulangerie pour prendre le pain, c'est là où on a besoin de ces changements de mentalité. En tout cas, la gratuité, vous dites, y contribue. Oui, mais si vous voulez rendre moins dépendant de la voiture, si vous mettez un quart d'heure en voiture et que vous mettez une demi-heure en bus, le choix est vite fait. Hein. Donc c'est ça le problème. C'est que si vous n'avez pas un réseau performant, vous ne ferez pas abandonner la voiture aux gens. C'est pas vrai. C'est pas vrai, même à Paris. Enfin, à Paris, en banlieue parisienne. Parce que quand vous habitez en périphérie et que votre entreprise est également en périphérie, en général, il y a une correspondance. Donc vous mettez du temps. Donc la conception du réseau et la réponse à ce besoin, ce n'est pas une question seulement d'argent, c'est une question de temps. Le temps, c'est de l'argent, bien sûr. Hein. Mais ce n'est pas antinomique vis-à-vis de la gratuité. Moi, ce que j'ai toujours observé, c'est que la qualité de service et l'offre de service et la performance du réseau primaient sur toutes les autres raisons. Oui, mais ça ne vient pas en contradiction. C'est d'abord pour ça qu'on change de mode. Ça ne vient pas en contradiction de la gratuité, finalement. Alors, ça ne vient pas en contradiction de la gratuité. Je dis que la gratuité, c'est un plus. Mais pourquoi donner la gratuité à tout le monde quand certains n'en ont pas besoin ? Jérôme Jardin, je voudrais revenir sur la notion de coût, puisqu'on a parlé, et on évoquera effectivement tout au long de cette journée, notamment le fameux VT, ce versement transport, dont vous vous acquittez avec vos collègues aussi. Les remontées, vous dites qu'il y a une réflexion autour de cela, c'est-à-dire on paye cette taxe. Finalement, il y a un côté un peu fierté de l'utiliser pour financer la gratuité des transports publics. Alors, on parle de gratuité, effectivement. Gratuité, c'est quand il n'y a rien à payer. Là, il y a quelque chose à payer, parce que le bus... Pour l'usager, en tout cas. Pour l'usager, il est gratuit, mais il n'est pas gratuit pour tout le monde. Donc, effectivement, pour les entreprises, alors, merci aux élus
de Châteauroux Métropole, parce que nous, notre taxe, elle est quand même relativement faible, elle est à 0,6% pour les entreprises de plus de 10 personnes, mais elle existe. Hein, et c'est sûr qu'il y a des agglomérations, comme il y avait cette réunion aujourd'hui, je me suis permis d'aller voir un peu sur Internet comment ça se passait ailleurs, et j'ai vu qu'on pouvait atteindre des montants jusqu'à 1,8% de la masse salariale. Je trouve qu'à un moment ou à un autre, les entreprises ne sont pas des puits sans fond. Aujourd'hui, on est déjà surtaxé à tout bout de champ. On nous parle de compétitivité, comment on peut être compétitif quand on vient taxer les entreprises. À un moment ou à un autre, il faut savoir s'arrêter. Et aujourd'hui, je pense que 0,6 c'est bien, mais il ne faudrait pas qu'on tombe dans des travers. Alors évidemment, il faut continuer aussi à entretenir les réseaux, il faut continuer à investir. On ne peut pas faire sans s'il y a la gratuité. Je pense que c'est un vrai choix politique. Dès le départ, il y a un choix à faire, c'est au détriment peut-être d'autres choses. On ne fera peut-être pas quelque chose, mais on a la gratuité des bus, mais c'est un vrai choix politique de départ. Mais vous n'êtes pas favorable, évidemment, à augmenter ce versement, dans la mesure où il y aurait un objectif de performance encore de réseau, comme l'a expliqué, enfin, pour reprendre le terme. Après, il faut en discuter, mais je dirais qu'on est forcément on est limité. On ne peut pas se permettre d'atteindre des 1,8%, en tout cas pour des agglomérations comme nous. On est en milieu rural, on est déjà dans un département où on perd de l'emploi, si ce n'est pas pour continuer dans cette dynamique-là. Mais d'une manière générale, dans l'esprit des chefs d'entreprise, se dire aujourd'hui ma contribution sert à faire en sorte qu'aujourd'hui n'importe qui sur l'agglomération peut voyager gratuitement. Est-ce que, je dirais peut-être, ce point de vue peut être différent ou peut sembler différent que si effectivement le transport il était payant? On peut être favorable. Le tout, c'est qu'il n'y ait pas une couche supplémentaire au niveau national où on vient nous rajouter une couche en disant les entreprises de plus de 100 maintenant vous allez payer la moitié du truc, du machin. Le problème il est là aujourd'hui, c'est qu'au niveau local on peut faire quelque chose. Si en plus au niveau régional, au niveau national on rajoute quelque chose, ça devient insupportable. Une autre notion, Alice Gomez, je reviens vers vous, c'était la question que je voulais vous poser justement par rapport à l'état d'esprit de vos salariés aussi, de se dire je suis un public dit prioritaire, j'ai le droit à la gratuité, mais finalement les gens que je croise dans le bus, il n'y a pas de différence puisque eux aussi prennent le bus gratuitement. Je crois qu'il y a, vous en parlez ça avec vos salariés, il y a ce retour finalement de peut-être d'égalité, de moins de se dire je suis visé ou en tout cas on me remarque comme un public prioritaire, quoi. Tout à fait. On essaye de casser cette image qui stigmatise nos salariés. Où, parfois effectivement, même eux ont parfois honte de dire qu'ils sont salariés en insertion. C'est un gros mot. Et effectivement, sur l'agglomération de Châteauroux, de pouvoir partager le bus où il n'y a pas d'étiquette, on ne passe pas gratuitement parce que on est pauvre, on est fragilisé. Effectivement, ça facilite l'intégration, ça facilite de briser cette exclusion sociale, ça permet de s'ouvrir. Dans le bus, c'est un lieu où effectivement ils peuvent rencontrer des personnes, discuter, se faire du réseau. Voilà. Et il n'y a pas d'étiquette quand on monte dans le bus. Ces expériences, Madame Roy, qu'est-ce que vous en pensez vu d'outre-Atlantique? On s'est posé la question sur la tarification sociale et comme notre objectif, c'est d'augmenter la mobilité, de diminuer le nombre d'autos solo, il était clair qu'on ne pouvait pas aller vers une tarification sociale. On voulait vraiment pouvoir bien desservir l'ensemble de la population, qu'importe les moyens. On ne voulait surtout pas que le transport collectif soit identifié aux plus démunis, par exemple. Parce que là, c'est difficile de le rendre attractif. Et plus on le rend attractif aussi, plus on a des éléments pour le rendre plus efficace. Quand on est arrivé pour desservir les parcs industriels, effectivement, il y avait un défi d'horaire. Alors, les entreprises débutent à des horaires très différents. Donc, on est allé avec des taxibus. Alors vraiment, pour pouvoir aller de façon plus personnalisée à l'intérieur du parc industriel, inciter nos travailleurs à ne pas utiliser la voiture. Alors ça, pour nous, effectivement, c'est un grand débat. La tarification sociale vient rapidement sur la table comme débat, mais notre objectif est de rendre efficace,
convivial et très attractif, le transport collectif. Alors, si on veut faire ça, la tarification sociale va même nuire à nos objectifs. En tout cas, vous avez eu des effets escomptés avec ce développement de cette ville dans la ville, vous nous avez parlé. Rassurez-nous, ce n'était pas au détriment du commerce, des activités économiques, du cœur de Sainte-Julie. Non, pas du tout. Et c'est vraiment des services complémentaires, par exemple institutionnels au niveau de la santé, qu'on a ajouté beaucoup de logements. Nous avions vraiment une problématique en termes de logement. Donc, on a ajouté du logement où les gens vont utiliser le transport collectif pour se rendre dans les différents parcs industriels et du bureau. Donc, c'est une offre complémentaire qui s'est ajoutée et ça crée vraiment un dynamisme autour du transport collectif. Et ça, c'est intéressant, mais vous avez 200% raison. Les gens vont être convaincus de prendre le transport collectif quand ils vont être dans l'autobus et qu'ils vont voir les autos stationnées à côté et qu'ils vont passer à pleine vitesse. Là, ça va être efficace et ça va encourager les gens. Alors ça passe par effectivement une notion d'aménagement de réseau. Ça sera l'occasion d'autres échanges tout à l'heure. Une question à tous les 5 avant d'ouvrir aussi le débat à la salle. On a parlé de choix, c'est le choix pour les scolaires, c'est un véritable atout et enjeu pour les jeunes, pour un public, je dirais, en insertion. Plus généralement, le fait de dire on est aujourd'hui universel, ou on universalise finalement cette gratuité, est-ce que c'est de nature à changer les comportements ? L'enjeu de politique sociétale, on en parle. Et pour reprendre une question, et la question posée par le sénateur Guillaume Gontard dans le rapport, une vraie révolution sociétale et environnementale. Peut-être Monsieur Gazeau, pour démarrer. Je ne sais pas, ça c'est des débats de société. Ben justement, je sais qu'en tant que fédération de d'usagers, c'est assez difficile d'expliquer, c'est plus facile d'expliquer qu'on est favorable à la gratuité totale et pour tous, comme ça, que le contraire. En particulier, les journalistes ne comprennent pas bien pourquoi cette position-là. Mais je crois que c'est une position qui tient compte du court terme. À court terme, c'est bénéfique pour tout le monde. À moyen terme, nous considérons que c'est une fragilisation très importante des transports publics qui sont dans une compétition féroce avec d'autres modes, en particulier la voiture. Et la faire reculer, ça suppose qu'on maintienne un rythme d'investissement que la LOTI a impulsé grâce au versement transport et à ce trépied que j'ai évoqué. Et que revenir là-dessus, c'est s'exposer gravement. Alors, quelles sont vos craintes plus donc précisément? Nous, on défend le transport public. Là, voilà, mais quelles sont vos craintes justement pour nous affirmer aujourd'hui que peut-être demain, ça sera un danger par rapport à d'autres modes de transport? Je vois la LOM, regardez la LOM, elle est quand même très tournée vers toute une série de dispositions favorables à la voiture, parce qu'il faut effectivement que le modèle de la voiture change, mais ce n'est pas le modèle de la voiture qui doit changer, c'est le modèle de la mobilité. Donc voilà, c'est fragile. Je vois que quand il y a très peu de choses dans la LOM sur les transports publics, le forfait mobilité, il n'est pas accepté parce que ça rajoute encore sur les entreprises. Dès qu'il y a une loi au Parlement, il y a un amendement qui relève le seuil du versement transport. Donc tout ça est extrêmement fragile, extrêmement fragile. Et on n'est pas à l'abri d'une récession qui ferait que le versement transport soit moins productif que ce qu'il a été ces 2 dernières années, par exemple. Donc, ça fait partie des dangers moi, quand je vois réels, tous les appels d'offres, les collectivités veulent réduire les coûts de la mobilité dans les appels d'offres, et la façon d'y répondre, souvent, c'est de réduire l'offre. Donc ça, c'est pas bon, c'est pas bien. Et je veux dire, on a vraiment des intérêts conjoints entre la gratuité et finalement les positions qu'on défend, c'est de défendre la qualité de l'offre. Parce que s'il n'y a pas de qualité, ça ne sert à rien d'avoir la gratuité. Le législateur n'a pas répondu à cette question, vous le dites. Alors est-ce que ça veut dire que le législateur n'a pas à se soucier finalement de cette question de mobilité, que ça doit être un choix plutôt local, collectivité? C'est partagé. Je veux dire, il y a des autorités organisatrices de niveau métropolitain, des syndicats de communes bientôt, il y a les régions. Mais dans la loi, par exemple, c'est un acquis de la loi, c'est de donner une responsabilité mobilité sur tout le territoire, donc aux syndicats de communes de premier niveau. Encore faut-il qu'ils aient un minimum de moyens. Comment vont-ils faire s'ils n'ont pas de moyens ? Donc ça commence par déjà avoir une offre. Si vous n'avez pas d'offre en milieu rural, vous n'aurez pas de... Bon, il faut déjà avoir l'offre. Et pour avoir l'offre, il faut déjà avoir des moyens. Donc 0,3%, on n'arrive pas à le trouver déjà. Alors c'est important. Madame Roy. Nous étions à Paris pour la COP. Les États se sont engagés à diminuer les GES. 60% des GES vient du transport. On n'a pas le choix. Il faut réussir à convaincre les gens de cesser l'utilisation de l'auto solo. C'est 50 voitures de moins
qui fait des émissions de gaz à effet de serre quand on remplit l'autobus. Je pense que nous avons un devoir pour nos enfants, pour nos petits-enfants, parce qu'il n'y aurait pas de deuxième chance. Et le transport fait partie justement des grands changements qu'on doit faire pour atteindre les objectifs de la COP à Paris. Pour reprendre le débat qu'on vient d'avoir sur la gestion en local, le législateur qui s'en est saisi, mais peut-être pas suffisamment, comment ça se passe? Alors, vous avez évoqué tout à l'heure que l'État vous a dit « OK, faites la gratuité, on vous laisse faire, mais débrouillez-vous ». Est-ce qu'au niveau du législateur, du représentant, du citoyen, au niveau national, il y a cette prise de conscience et il pourrait y avoir une intervention, faire en sorte que par l'intermédiaire de l'État, on puisse faire changer ces mentalités? Alors, chez nous, on a la taxe du carbone, donc on souhaite que 75% des milliards qui se trouvent dans la taxe du carbone soient investis en transport collectif pour en faire un transport efficace et que l'on puisse avoir un impact direct sur l'émission des GES. C'est comme ça qu'un État va réussir à atteindre ses objectifs, pas simplement de venir à Paris, signer une belle entente, bravo, les belles photos et tout ça. Il faut que concrètement, dans tous nos pays, on a pris des engagements, et maintenant, il faut se donner le moyen de les atteindre. Donc le gouvernement, il attaque vraiment là pour le coup à Alors, Québec. on réclame haut et fort que la grande partie de la taxe de carbone soit dédiée là où il y a 60% de l'émission des GES. Généraliser la gratuité pour tous les publics, donc pour vous, doit pouvoir y contribuer Définitivement. Alice Gomez, sur ces questions un peu de généralisation de gratuité par rapport aux différents publics, de nature à créer une vraie révolution un petit peu dans nos modes de vie au quotidien? Oui, alors sur un territoire comme Châteauroux, effectivement, il faut qu'on aille sur plus d'utilisation de nos bus, mais et qu'on arrive aussi, alors en tant que chef d'entreprise, à amener nos équipes, soi-même, à utiliser les bus ou à trouver d'autres alternatives sur de la mutualisation de transport. Mais il faut qu'on aille vers ça. On n'a plus d'autre choix. En tout cas, vous le voyez, cette évolution de mentalité, vous la voyez vous au quotidien, clairement. Oui, on la voit et je pense que les gens adhèrent de plus en plus et sont heureux. Alors, pas que ceux qui n'ont pas les moyens, hein, mais de manière générale, de pouvoir avoir un service en termes de dynamisme de l'agglomération, en termes de services, d'accessibilité. Je pense que c'est un atout majeur pour notre agglomération d'avoir ces services gratuits. Et ce service, cette performance du réseau, pour reprendre effectivement l'expression appropriée, lâchez-vous si vous voulez, est-ce qu'il est suffisamment performant à Châteauroux? Est-ce que voilà, au niveau du retour de vos employés pour la qualité de service, d'aller en centre-ville, de rejoindre leur domicile, est-ce que le réseau mérite encore des améliorations? On peut dire toujours, évidemment. Mais... Ouais, dans le souvenir que moi j'en ai, j'ai eu l'impression qu'on est passé à la gratuité et que le réseau n'a pas cessé de s'améliorer par la suite. En termes de qualité d'équipement, en termes de circuits, de nombre de circuits, de distance des circuits et des horaires. Ça pourrait sûrement être amélioré, notamment sur les communes les plus éloignées où il y a du transport un peu plus ponctuel, mais il y en a. Donc, bien évidemment, je pense qu'on peut toujours améliorer, mais je crois qu'aujourd'hui, on est quand même on a un territoire qui est bien couvert. On peut effectivement se rendre au travail sur des horaires de travail sur des communes autres que Châteauroux. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même bien lotis. Sur ce service, Jérôme Gernet, sur cette qualité de service, avant de revenir sur la question initiale, sur l'universalité, pourquoi j'utilise des mots compliqués? Alors, comme le dit Alice, j'ai le même sentiment. J'ai l'impression que la qualité s'est améliorée au niveau des dessertes, et au niveau des horaires, etc. Je pense qu'on a une amélioration. Ensuite, sur le fait de dire... moi, il y a quelque chose qui m'agace un petit peu tout le temps dans ce genre de débat, c'est que dès l'instant où on est 3 € au-dessus du seuil minimum en France, eh ben, on doit contribuer à payer. Je pense que les gens qui sont 3 € au-dessus, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui déjà vont payer à travers les entreprises, et on leur demande encore une fois de repayer une deuxième fois, ou une troisième fois, ou une quatrième fois, parce qu'entre les impôts et puis le reste. Donc moi, je ne suis pas favorable. Ou on a un transport
gratuit ou on n'a pas de transport gratuit. Et je pense que si on veut améliorer la qualité au niveau des émissions de CO2, restons sur quelque chose de gratuit. Après, dans les entreprises, il y a la difficulté. Moi, j'ai une société de service, j'ai 44 véhicules. Demain, je n'ai pas encore prévu que mes gars prennent leur caisse à outils et prennent les transports en commun pour aller faire les dépannages. Il faut y réfléchir, peut-être. Si en face, j'ai des clients qui sont prêts à payer un peu plus cher, peut-être qu'on peut envisager. Mais aujourd'hui, on a une complexité, une équation difficile à résoudre. Commençons aussi, aujourd'hui on a une taxe carbone, on nous taxe, les entreprises sont taxées sur les véhicules qui ne sont non des véhicules utilitaires. Et je peux vous dire que la taxe, elle n'est pas petite. Aujourd'hui, pourquoi on n'impose pas aux constructeurs des choses? On commence par taxer. En France, c'est une maladie aussi, on taxe et après on voit le problème. Et ça ne va pas solutionner le problème de CO2 en France. On va continuer à polluer. Commençons par trouver des solutions pour ne plus polluer. Voilà. Petit à petit, puisque effectivement, vous êtes dans le dépannage, vous faites dans la maintenance industrielle, donc 24/24 aussi, j'imagine, 7 jours sur 7, effectivement, ça va être compliqué. Et donc voilà, cette notion effectivement d'importance de la gratuité qui doit intégrer la société aujourd'hui au même titre qu'un service culturel, par exemple, qu'un service. Donc ça, vous êtes convaincu. En tout cas, c'est bien d'avoir ce témoignage de chef d'entreprise. Philippe Fournier. Cette notion d'universalité, en tout cas, et de choix. On le disait en préparant cette table ronde, c'est un choix d'éducation. Si vous ne prenez en compte que la dimension environnementale d'un côté ou la dimension financière de l'autre, on n'y arrivera pas. Il faut que ça soit un tout, en fait, cette notion de gratuité de transport public. Oui, c'est ce que je disais en introduction. Si on met en avant uniquement la notion environnementale, elle est extrêmement importante et c'est vrai, on est devant un enjeu majeur où il faut changer de braquet, il faut changer de politique, il faut aller au bout des choses. Il faut arrêter de bricoler parce qu'on bricole au niveau environnemental et on le voit. Il faut que les vrais choix politiques soient faits et ça doit commencer aussi et surtout par le local. Il y a cet enjeu-là, il y a l'enjeu pédagogique, il faut apprendre à nos enfants à prendre les transports en commun. Et pas uniquement ceux qui sont les obligés. Il faut que tout le monde prenne et donc c'est pour ça qu'on a milité pour la gratuité des transports scolaires et on a mis en place. Et il y a un vrai enjeu de pédagogie, surtout que quand même aujourd'hui, si on a des enfants qui ont entre 18 et 20 ans, la plupart ne passent plus le permis. Ça ne les intéresse plus. Il faut quand même dire, donc il faut aussi accompagner ceux qui veulent encore passer le permis, même s'il faut le permis parfois. Et puis, il y a un enjeu social, il y a un enjeu de pouvoir d'achat. Moi, je veux bien tout. Alors, vous avez vu, ces derniers mois, il y a eu quelques ronds-points qui ont été occupés. Et ce que les gens ont demandé, c'est du pouvoir d'achat. Alors, soit on fait une augmentation généralisée des salaires. Je ne suis pas sûr que la personne qui est à côté de moi saute au plafond. Et je crois que de par nos politiques publiques, on peut ramener du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Je crois que les dépenses publiques, il ne faut pas toujours dire il faut plus de dépenses publiques, il faut mieux de dépenses publiques. Et donc, cet enjeu-là, c'est pour ça qu'il faut regarder l'ensemble des éléments aujourd'hui d'une politique publique, ce que ça peut apporter. Il faut évaluer nos politiques. Souvent, on empile nos politiques publiques et c'est vrai que ça coûte cher. Et il ne faut pas hésiter à pas forcément certaines supprimer, d'autres faire évoluer nos politiques publiques et faire des choix. Et nous, c'est pour ça qu'on a fait le choix de la gratuité des transports scolaires, parce que c'était un vrai choix politique au sens noble du terme. Ce sera un vrai enjeu pour les municipales, Bruno Gazeau, à votre avis? Forcément, vous suivrez ça avec beaucoup d'attention. Moi, j'en sais rien, mais ce que je lis dans la presse, c'est que ça l'est. Alors, je me tourne à la salle. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Des micros circulent. Vraiment, n'hésitez pas. On a la chance, le privilège d'avoir nos invités aujourd'hui qui peuvent témoigner. Je donne ici une question. Là, les micros. Ah oui, il faut les micros. Pardon. Oui, ils doivent être allumés, c'est bon. Monsieur là. On se donne 5 minutes. Hein. Vous pouvez vous
présenter, s'il Bonjour vous plaît, à tous. c'est comme c'est enregistré. Franck Lermenot, syndicat des mobilités de Touraine, pour la métropole de Tours-Val-de-Loire. Il y a une question, un sujet qui n'est pas abordé, c'est la question de l'environnement des transports publics, notamment en milieu urbain, avec les questions de politique de circulation et de politique de stationnement. J'aimerais entendre les uns et les autres sur ce sujet. Merci. Le maillage, le lien entre la politique de gratuité, mais aussi tout ce qui concerne la circulation, le stationnement et tout ce qui... La mobilité, c'est un tout. D'ailleurs, la loi qui passe du transport à la mobilité épouse son temps, si j'ose dire. Donc les politiques de mobilité dans une ville, ça englobe le stationnement, ça englobe le partage de la voirie, ça englobe l'organisation des autres modes, donc le vélo et la marche. Ça englobe tout ce qui est accessibilité aux services, donc c'est assez large. Hein, on voit de plus en plus d'ailleurs des appels d'offres de mobilité plutôt que des appels d'offres de transport public. Ce que vous voulez dire, c'est aussi encourager du stationnement gratuit. C'est un petit peu le cas à Sainte-Julie aussi. Pas forcément en centre-ville, parce que ça rend les choses inaccessibles. Pas le but du jeu, mais en périphérie. En tout cas, c'est le TOD, le fameux TOD que vous avez évoqué. Et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est le but du jeu, c'est de voir, de passer en bus et de voir les voitures stationnées. Peut-être une autre réaction par rapport à... C'est l'enjeu de l'intermodalité entre les différents systèmes de transport. Et après, c'est dans une politique urbaine, c'est savoir est-ce qu'on construit une politique de transport autour des politiques urbaines, des politiques démographiques, des politiques de rénovation urbaine, ou est-ce que la politique de transport aujourd'hui, il y a les deux aspects. Elle se construit autour de cette politique de transport, ou est-ce que la politique de transport se construit en fonction des politiques urbaines? Je crois qu'il faut allier les deux. Je pense que votre question s'adresse aussi particulièrement aux élus de terrain locaux. On posera la question dans la deuxième table ronde, notamment sur tous ces aménagements. Monsieur ? Oui, bonjour. Donc, Sébastien Fortin, je suis directeur transport mobilité à la communauté d'agglomération du Niortais. Et en fait, moi, il y a une chose que vous avez dite, donc c'est Monsieur Gazeau, sur la notion de performance d'un réseau. Aujourd'hui, on sait définir ce qu'est un réseau gratuit, parce que voilà, gratuité partielle ou gratuité totale. Par contre, quand vous parlez de performance de réseau, moi, ça m'interroge et je trouve ça, dans l'échange, en fait, vous opposez gratuité à performance. Nous, aujourd'hui, ce qu'on note, c'est que la gratuité, sur notre territoire, elle a permis d'améliorer la vitesse commerciale de nos véhicules. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de contrôle d'accès et finalement, le temps passé à chaque arrêt a diminué parfois de plus de 50%. Donc, on peut considérer que la gratuité a permis d'améliorer la performance puisqu'elle a permis d'améliorer la vitesse commerciale. Donc ma question, c'est avez-vous des indicateurs qui permettent d'expliquer ce qu'est un réseau performant eu égard à nos territoires? Donc nous, communauté d'agglomération, 40 communes, 100 habitants au kilomètre carré. On a une commune de 60 000, une commune de 100, pour vous donner notre complexité en termes de création d'offres. Donc nous, nos territoires aujourd'hui, pour définir un réseau performant, on ne sait pas le faire. Enfin, honnêtement, se comparer d'un territoire à l'autre, c'est difficile. Est-ce qu'on regarde le nombre de kilomètres par habitant en termes d'offres? Est-ce qu'on regarde le cadencement? Voilà, c'est très compliqué. Et aujourd'hui, ce qu'on peut nous dire de notre expérience qui est courte, puisque ça fait que 2 ans par rapport à Châteauroux qui a plusieurs années, ce qu'on sait, c'est que la gratuité, elle a permis d'améliorer la performance, au moins la vitesse commerciale. Et donc la question, c'est est-ce que vous pouvez nous offrir des indicateurs vue des usagers qui font qu'un réseau est performant? Merci. Merci pour votre question. Pardon. Il n'y a pas un indicateur unique, il y a une multitude d'indicateurs selon la façon, parce que la performance, elle varie aussi selon qui la regarde. Moi, je ne suis pas d'accord quand vous dites on perd du temps quand on prend des usagers. Non, ça c'est important. Par contre, on perd du temps quand on est scotché dans les bouchons. Donc je veux dire, le partage de la voirie, pour moi, est un gain de performance. S'arrêter pour prendre des voyageurs, c'est pas une perte de temps. Ça fait partie du job, si j'ose dire. Donc voilà, pour moi un bon indicateur, c'est la traversée du centre-ville, c'est le nombre de voyages par habitant par an, c'est la vitesse commerciale. Bon, on observe quand même que dans pas mal de villes, la vitesse commerciale a tendance à régresser ces dernières années. Donc il y a l'effort pour donner des priorités aux feux, pour amener les bus près des feux avec des couloirs protégés ou pour avoir des couloirs tout le long de
la traversée du centre-ville, ça s'est un peu ralenti. De ce point de vue-là, le BHNS est utile pour un certain nombre de villes, mais par rapport au tramway, il n'emporte pas l'adhésion de la population pour pousser la voiture. Le tramway était une façon beaucoup plus efficace de pousser la voiture et beaucoup mieux accepté par la population que ne l'est aujourd'hui le BHNS, qui bien souvent se résume, enfin pas toujours, mais dans un certain nombre de cas se résume à des couloirs protégés dans le centre-ville. Donc voilà, non, il n'y a pas un seul indicateur, je crois, il y a une multitude d'indicateurs qu'il faut regarder, mais il faut suivre ça. Puis il y a la satisfaction des usagers qui peut se mesurer de différents moyens, mais en tout cas par des enquêtes extérieures. Une dernière question, monsieur. Merci. Jean-Marie Beauvais, de l'Association pour le développement des transports collectifs en Touraine. Ma question ne porte pas du tout sur la Touraine, elle porte sur le Canada et elle s'adresse à Madame Roy. Est-ce que le programme immobilier qui est prévu ou qui est peut-être déjà implanté au terminus a permis de financer le transport collectif? Par exemple, en achetant les terrains à un certain prix, en les revendant plus cher. Il n'y a pas de plus-value foncier qui a été appliqué sur ces terrains-là. Ça se fait par contre, on le fait actuellement dans la grande région métropolitaine pour le réseau électrique métropolitain qui va débuter en 2021. Là, on va chercher une taxe particulière sur le terrain. Mais dans le cas de Sainte-Julie, non, c'est simplement l'impôt foncier supplémentaire qui va être amené. Mais pour la grande région, on développe de plus en plus à l'intérieur des TOD, une tarification particulière, étant donné qu'on sait que ça va amener beaucoup de promoteurs et beaucoup de développement. Merci beaucoup. Alors, on peut vous applaudir tous les 5. On va respecter le timing pour cette première table ronde. Merci infiniment. Philippe Fournier, vice-président du Conseil régional Centre-Val de Loire en charge des transports et de la modalité. Jérôme Gernet, président de la Chambre de commerce et d'industrie. Alice Gomez, directrice de Agir Insertion. Alors, j'ai oublié de vous citer quand même, parce qu'on a parlé de palmarès tout à l'heure. Je voudrais qu'on salue Alice. Vous avez été lauréate en 2017 du trophée Femmes Innovation Sociale dans le cadre des trophées Les Femmes de l'économie en Centre-Val de Loire. Donc, voilà. À Châteauroux. Madame Suzanne Roy, merci, vous restez avec nous toute la journée, bien évidemment, mairesse de Sainte-Julie, et Bruno Gazo, merci beaucoup, monsieur le président de la Fédération des associations des usagers du transport.